Le sport fait partie, depuis toujours, des divertissements que j'aime. C'est mon père qui, dès que j'ai eu 8 ou 9 ans, m'a amené voir les matchs de football. Il était supporter du Racing. Nous allions de la gare de l'Est à la République. Nous prenions un car d'autobus pour les supporters jusqu'au Parc des Princes. Et j'ai donc découvert le spectacle sportif très jeune. Et je l'ai énormément apprécié. Je me souviens aussi que je passais du temps à la maison à écouter certaines retransmissions de football à la radio. Et dans mon bain, je prenais le pommeau de la douche et je parlais très vite, imitant en cela les commentateurs style Georges Briquet. Vous voyez, c'est très ancien. Et puis, j'ai un peu fait de sport. J'ai joué en colonie de vacances, dans la cour, au football. J'ai joué au handball aussi au lycée, lorsque j'étais en 4e et 3e. Et puis, j'ai continué, mais simplement pour le plaisir, jamais dans un club, à jouer au football jusqu'à 45 ans à peu près, au Parc de Sceaux avec des amis. Et puis, il m'arrive encore, l'été, de monter sur un beau vélo de course et d'essayer de pédaler, de grimper les côtes du Luberon. Voilà. Donc, avant toute réflexion sur le sport, j'ai aimé à la fois regarder des matchs ou des courses cyclistes, et puis aussi, dans la mesure de mes faibles moyens, pratiquer un peu certains sports. Est-ce que le sport vous semble être aujourd'hui encore un jeu, en tout cas le sport spectacularisé? Or, je pense qu'il y a une dérive depuis un certain nombre d'années. Les gens qui sont les plus critiques disent le ver était déjà dans le fruit, le spectacle ne pouvait jamais donner autre chose. Personnellement, je ne serais pas aussi sévère et j'aurais d'autant moins de raisons de l'être que malgré tout ce que je vois et ce que j'apprends, j'aime encore regarder les matchs, j'aime encore aussi regardez certaines étapes du Tour de France. Les scandales à répétition ne m'ont pas découragé. Je suis désolé de voir l'argent, si vous voulez, corrompre le football, ou en tout cas porter atteinte à l'incertitude du sport en créant une inégalité infranchissable entre les clubs. Et en dépit de tout cela, il y a quelque chose en moi qui reste attiré par ce spectacle. Mais force est de constater que les choses vont de plus en plus mal et que le sport ne se ressemble plus. Le sport, c'était une école de la forme, une école le sport faisait partie du processus de civilisation, c'est-à-dire de contraintes internes. On se défoulait, mais à l'intérieur d'une règle extrêmement précise. Et on savait aussi conjuguer la rage de vaincre avec l'art de perdre. La qualité sportive par excellence, c'était le fair play. Aujourd'hui, cela existe de manière furtive. On est toujours très heureux de voir, par exemple, un joueur de tennis applaudir le coup d'un adversaire avec sa raquette. On est très heureux, et c'est de plus en plus rare, de voir un footballeur à qui l'arbitre vient d'accorder un penalty, dire à l'arbitre qu'en fait, il n'y a pas faute. Ces moments-là sont pour chaque spectateur des moments bénis, mais évidemment, ils disparaissent complètement du sport contemporain. Les enjeux
sont trop grands, les sommes dépensées trop fabuleuses. Le sport, c'est devenu l'espace de la victoire à tout prix et la forme tend à disparaître. Les joueurs de tennis, aujourd'hui, s'applaudissent eux-mêmes de leurs bons coups, se vautrent hystériquement sur la pelouse à la fin d'un jeu, d'un set ou d'un match. Nous sommes très très loin de ce qu'était à l'origine même moderne, l'éthique du sport. Est-ce qu'on peut, avec Paul Virilio, par exemple, parler, à propos du sport et de son développement actuel, moderne, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de propagande du progrès? Au départ, ça c'est très intéressant, mais ce n'était pas vraiment une propagande. Les anciens, à travers le sport, puisque en fait les Grecs nous l'ont légué, l'athlète, à travers le sport, donc, réalisait sa propre nature. La valeur du sport, la valeur essentielle, c'était l'harmonie, c'était l'équilibre. L'homme moderne ne vit pas dans l'élément de la nature, il vit dans l'élément de l'histoire. Le devenir emporte tout. Donc, le culte de la beauté, de l'accomplissement, cède la place nécessairement au culte de la performance. Le sportif est un avatar de l'homme prométhéen, celui qui sans cesse repousse les limites. Les modernes ignorent ou ignoraient l'hubris. Les Grecs mettaient en garde contre la démesure. Les modernes, justement, sous le signe de Prométhée, ont décidé qu'il ne pouvait pas y avoir de démesure puisqu'il n'y avait rien par rapport à laquelle on pouvait précisément la mesurer. L'homme avait des possibilités illimitées. Sa loi, c'était celle du dépassement perpétuel. Je dis c'était, car les temps ont changé depuis que Coubertin pouvait dire « Altus, Sitius, Fortius ». Maintenant, nous avons l'impression que l'athlète va trop haut, trop vite et trop fort. Nous sommes confrontés, malgré nous, au problème antique de la démesure. C'est le dopage. Mais le jour où nous verrons un athlète courir en moins de 9 secondes le 100 mètres, nous serons terrorisés. Car au lieu, si vous voulez, de faire progresser l'humanité, nous aurons le sentiment que par toutes sortes de manigances obscures, il est entré dans le post-humain. Voilà la peur qui nous saisit aujourd'hui, que les athlètes deviennent, sous nos yeux ébahis, les cobayes de la post-humanité. On parle du sport qui ne serait plus un jeu. J'ai envie de vous citer ces 2-3 lignes d'un auteur assez tranché en la matière, qui est Jean-Marie Brome, et qui parle d'une politique d'encadrement pulsionnel des foules, un moyen de contrôle social qui permet la résorption de l'individu dans la masse anonyme, c'est-à-dire le conformisme des automates. Oui, je connais bien ces critiques, Jean-Marie Brome, Perelman, Michel Caillat. D'ailleurs, très souvent, ils m'envoient leurs livres ou leurs articles. Il m'est arrivé d'inviter l'un ou l'autre à France Culture, à l'émission Réplique que j'anime. Je ne suis pas convaincu par leur radicalité. Si vous voulez, j'ai eu des expériences très agréables au Parc des Princes. Je crois qu'ils sous-estiment vraiment l'élément ludique. Les gens
certes, alors bien sûr, je ne parle pas des supporters totalement fanatisés qui veulent en découdre avec les supporters de l'équipe adverse. Je parle quand même de la grande majorité des gens. Ils viennent là pour s'amuser. Ils chantent. En Angleterre, c'est absolument fascinant. Les spectateurs chantent tout le temps. Ils soutiennent leur équipe contre vents et marées. Celle-ci, Liverpool, par exemple, qui est une des plus grandes équipes, ne fait pas de très bons résultats depuis quelques années. Le public lui reste obstinément fidèle. C'est quand même un grand rendez-vous populaire. Et ce n'est pas la pire des choses que peut faire précisément le peuple. Si, bien sûr, le football borne votre horizon, si vous ne connaissez pas d'autre forme de divertissement que celle-là, alors votre vie est pauvre. Mais de là à y voir un encadrement idéologique, sinon même politique, des masses, je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Il y a un effet de masse tout de même. Oui, mais c'est un effet de foule. Mais c'est le plaisir qu'on y prend. Vous entrez au Parc des Princes, vous sortez du couloir, bien sûr, vous êtes saisi par la foule. Et l'agrément, moi je l'ai senti dès que j'ai mis les pieds au Parc des Princes, à 8-9 ans, c'est que c'est un spectacle auquel on peut assister en le commentant tout le temps. Heureusement qu'on ne fait pas ça au cinéma, au théâtre ou à l'opéra, bien sûr. Ça réclame le silence, et même les gens qui chuchotent, ou ceux qui froissent leurs bonbons, ou qui mangent leur popcorn, c'est extraordinairement désagréable. Au football, non. Au football, au match, au basketball peut-être, ça j'y vais jamais, mais enfin bon, les gens arrivent et s'exclament, crient, échangent, parlent. Donc il y a un effet de foule, il y a des cris, il y a aussi des conversations constantes, il y a un bruit qui vous porte, mais je crois que c'est un agrément du spectacle sportif, et je ne crois pas que ce soit un moyen d'asservissement des masses. Je répugne à penser en ces termes. Si vous voulez, moi, je suis plus choqué, je dois dire, par ces gens qui viennent se presser au Stade de France en entendant, pour entendre chanter leur idole à plein tube, si vous voulez, une musique absolument tonitruante, abrutissante, en gigotant comme des idiots. À choisir, je préfère quand même le spectacle sportif. On reste lucide, on parle avec ceux qui sont assis à côté de vous, et il n'y a pas vraiment d'idolâtrie, parce que même, j'imagine que quand la foule parisienne accueille Beckham, elle se marre. Voilà. Donc ce serait un peu... J'aimerais qu'on se marre un peu plus aussi quand on accueille les Rolling Stones, ce dont je ne suis pas sûr. Et donc cette foule, ces effets de foule, il faut se méfier peut-être de les analyser à la manière, je ne sais pas, d'un Gustave Le Bon revisité. Oui, je pense que c'est pas ça du tout, si vous voulez. C'est pas un dictateur hystérique qui harangue. Là, harangue, c'est le rap aujourd'hui, c'est pas le football. Et le rap harangue en toute quiétude, et il est reçu au Grand Journal pour continuer à haranguer. Si vous voulez, une équipe de football, c'est pas section d'assaut. Et aucune équipe d'aucun sport ne s'appellerait section d'assaut, dont je rappelle que ça veut dire SA. Hein? Alors, parce qu'il y a un X au lieu de CT, et parce que les chanteurs de ce groupe sont noirs, personne n'y trouve rien à redire. Et on les invite même dans les grandes émissions pendant la campagne pour le mariage pour tous, alors qu'ils ont appelé au meurtre des homosexuels. Donc voilà, là est la harangue, pas dans le football. Le sport aujourd'hui tiendrait un peu la place d'une sorte de pouvoir spirituel, c'est presque un peu à la place de la religion, façonnant l'âme et le corps. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension religieuse au fond du sport aujourd'hui? Non, je ne dirais pas qu'il y ait une dimension religieuse, il y a une dimension identificatoire, donc il faut en effet se méfier. C'est agréable quand c'est ludique, quand ce n'est plus ludique,
justement quand ce n'est plus un jeu, même pour celui qui regarde, ça doit être un jeu pour tout le monde, le sport, pour celui qui joue, mais surtout, et plus encore, parce que ce n'est pas un professionnel, pour celui qui regarde. Mais je crois que c'est peut-être un substitut aux appartenances dans une époque mondialisée. On s'identifie à un club, on s'identifie à une équipe nationale au moment où on a le sentiment que les nations se dissolvent. Donc je vois aussi le sport jouer ce rôle-là aujourd'hui. Et il est vrai que certains sports, le football notamment, ont la vertu, ou en tout cas l'effet, d'intéresser tout le monde. Donc ça, c'est vrai, si vous voulez, il y a une puissance planétaire du sport. L'humanité se retrouve autour de ce spectacle. Peut-être pourrait-on souhaiter qu'elle se retrouve pour d'autres choses, mais là vous me montrez l'image d'un évêque, voire d'un cardinal, qui joue au football, certes en souriant, mais c'est extrêmement révélateur. Vous auriez pu montrer aussi l'image d'un enfant de 3 ans. Donc il y a, si vous voulez, une universalité du sport dont, je crois, il faut tenir compte, et c'est si le sport en vient à remplacer complètement d'autres activités, notamment la culture, que là, il faut mettre le holà. Mais tant que le sport reste cantonné au divertissement, et nous avons tous besoin de divertissement, alors ça va. Mais c'est le cas tout de même. Le sport est omniprésent dans les médias, occupe la une, aux dépens d'autres activités culturelles. Non, oui, je crois. Est-ce que c'est une usurpation, selon vous ? Je pense que ce qui est embêtant, c'est la place. C'est vrai. On est sans cesse ramené au problème de la limite. C'est le cas, en effet, pour les athlètes eux-mêmes, qui, si vous voulez, ne réussissent maintenant à battre des records que précisément parce qu'ils ont pris les substances qui le leur permettent. C'est vrai pour Pantani, grimpant à toute vitesse le col de l'Alpe d'Huez, et ça peut être vrai pour les sprinteurs en athlétisme. Mais la question des limites aussi se pose pour les spectateurs que nous sommes. Je reviens toujours à mon enfance, avec le risque d'avoir un côté « c'était mieux avant », mais il est vrai que les retransmissions de matchs étaient rares. Je me souviens notamment de la musique de Berlioz qui annonçait l'Eurovision en football. Et donc là, je venais regarder la télévision, mon père me permettait de me coucher un peu plus tard, c'était extraordinaire, et c'était pour certains matchs de la Coupe d'Europe, où il n'y avait pas d'épreuve de poule en plus. Maintenant, vous avez à la télévision les championnats, le championnat national et les autres. Donc, pour peu qu'on aime en football le jeu à l'anglaise, qui est beaucoup plus généreux que le jeu à la française, on se surprend à avoir une équipe favorite, que ce soit Liverpool ou pour les Français le plus souvent Arsenal, et hop, on se retrouve scotché pour ces matchs-là. Il y a la Coupe de France, il y a la Coupe de la Ligue, et il y a maintenant tous les matchs de Coupe d'Europe. Donc, quelqu'un qui s'intéresse au sport peut effectivement avoir sa semaine presque intégralement prise par les matchs. Et il peut, justement, tout d'un coup, sombrer, sans s'en apercevoir, dans une espèce d'addiction débilitante. Après, le matin, il lit l'équipe, et il n'a plus d'autre horizon, plus de temps pour la lecture, plus de temps pour lever la tête, plus de temps pour la conversation avec les amis. Et là, justement, la démesure règne,
il succombe lui-même à l'hubris du spectateur, et c'est extrêmement grave, mais le risque est grand de nos jours, oui. Là, on est en train, au fond, de parler aussi de la transformation du spectacle sportif, qui encore, pour reciter Virilio, on a une véritable naissance d'une communauté nouvelle, hein, qui est une communauté des émotions. Il parle notamment de mondialisation des affects, hein, d'un communisme des affects. Et ça, c'est peut-être une chose sur laquelle vous pourriez peut-être réagir, parce que quand on passe, je ne sais pas, du Golgotha, où il y avait quelques témoins, la première d'Hamlet, il y avait 1000 personnes ou 1200 personnes. Aujourd'hui, la Coupe du Monde de football, c'est 2 milliards d'individus. Donc ce n'est pas simplement une variation d'échelle, ce sont aussi peut-être des sauts qualitatifs. Face à ce phénomène, je réagis de manière ambivalente. Une émotion mondialisée, cette espèce de grégarisme extrême, m'inquiète. Mais en même temps, l'idée que l'humanité tout entière puisse à un certain moment vivre la même chose, j'en suis, si vous voulez, assez touché. Je dois le reconnaître. Je me dis, ben oui, voilà, tout d'un coup, une solidarité naît entre tous les êtres humains. Nous nous intéressons tous à la même chose au même moment. Il est tout à fait... En plus, ça ne dure pas énormément. Le sport, et c'est dans le sport que les choses prennent les proportions les plus énormes, mais on a appris, on peut aujourd'hui assister dans plusieurs capitales d'Europe, et à mon avis, la chose va se répandre, à des représentations d'opéra qui sont données par exemple à New York, le Parsifal, au Metropolitan, et dans plusieurs cinémas européens au même moment, le spectateur peut aller les voir. Donc cette mondialisation, peut-être, n'en est-elle qu'à ses débuts, et peut-être ne profitera-t-elle pas exclusivement au sport. Si tel est le cas, s'il y a une émergence de l'universel, très bien, mais cette communauté d'émotions, elle se substitue à des communautés d'intérêt sur lesquelles reposait jadis la politique. Est-ce que cette communauté d'émotions peut former ou constituer un lien durable à pas, puisque vous parlez d'un lien... De toute façon, qu'un lien durable, je ne suis pas sûr qu'il soit possible de le constituer. Nous vivons quand même dans le monde de la pluralité humaine, et d'ailleurs même, vous dites communauté des émotions, mais il est vrai que chacun, si vous voulez, vibre pour tel ou tel athlète représentant son club ou sa nation. Donc il ne s'agit pas simplement de vibrer en même temps pour la même chose. Il s'agit aussi d'un spectacle agonistique pour le spectateur, mais dès lors que cette confrontation se vit sur le mode ludique, je ne vois pas le mal. Lorsqu'il y a eu la victoire des Français en 98 à la Coupe du Monde, il y a eu une grande manifestation en haut des Champs-Élysées avec cette indication Zidane président, 1,5 million de personnes. Je crois qu'on n'avait pas vu cela depuis la Libération. C'est à la fois évidemment très encourageant de dire bon, c'est très bien d'honorer un grand sportif. Là, je pense que c'était affligeant. Parce que, encore une fois, le sport n'est pas resté le sport. J'ai assisté à cette coupe, j'ai vu un ou deux matchs d'ailleurs au stade. Bon. Et puis, j'ai vu la finale à la télévision. J'étais très heureux de cette victoire. Mais l'idée d'aller la célébrer sur les Champs-Élysées ne m'a pas traversé l'esprit un instant. Le bonheur du sport est forcément un bonheur fugitif. Bon, admettons qu'on Zidane président. Et là, le Zidane président, mais... Une sorte d'assomption. Mais je crois que
la France, à ce moment-là, est devenue complètement folle. Elle n'a pas, justement, su, prendre ce succès pour ce qu'il était. Il a fallu que les éditorialistes les plus sérieux eux-mêmes s'en emparent pour lui donner une signification idéologique. On n'a pas dit par hasard Zidane président, on ne l'a pas dit parce qu'il était un joueur d'exception, ce qui était vrai. Il a marqué 2 buts de la tête en finale, etc. Mais il a mieux joué encore en 2006, notamment contre le Brésil. Bon, on l'a dit quand même, parce que Zidane était d'origine algérienne et qu'il fallait faire passer la supériorité éthique, esthétique, technique et sportive d'une France blague-member sur les équipes ethniquement homogènes que la France avait battues. C'était totalement absurde. C'était faire preuve d'ailleurs d'une obsession généalogique chez ceux-là même qui nous disent aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas faire de statistiques ethniques. On ne voyait que l'ethnicité dans les joueurs. Et c'était en plus se tromper complètement sur la nature de la France au moment même où s'aggravait, où s'approfondissait une crise du vivre ensemble née de la crise de l'intégration. On a cru que cette équipe incarnait la réussite de l'hospitalité française. Donc, tout dans cette histoire était faux. Et quand l'équipe d'Espagne gagne la Coupe du Monde, puis la Coupe d'Europe, enfin, puis gagne tout, c'est une équipe qui n'est pas bâtie du tout sur les critères qui ont prévalu en France. Or, je ne dirais pas qu'elle est meilleure parce qu'elle est plus homogène sur le plan ethnique, pas du tout, car ce serait évidemment, encore une fois, entrer dans des considérations qui n'ont rien à voir dans le sport. Il se trouve simplement que ces victoires infirment complètement le diagnostic complaisant apporté par les commentateurs qui n'ont pas su prendre un exploit sportif pour ce qu'il était, qui sont sortis de leur gonds en faisant sortir le sport de son cadre. Le football aujourd'hui n'est-il pas devenu une sorte de simulacre de compétition et en particulier le problème de l'identification même des joueurs. Aujourd'hui, il y a un marché, on change de maillot comme de chemise. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui fausse quand même considérablement l'intérêt et le plaisir du spectateur que vous êtes? Ah, c'est très frustrant. Oui, vous montrez Balotelli, là, c'est particulièrement... Et je viens d'apprendre d'ailleurs que Balotelli, vous savez, qui a justement enlevé son maillot quand il avait marqué un but fabuleux pour l'Italie et qui avait pris la pose du culturiste, a commandé sa statue dans cette pose à un sculpteur pour l'installer chez lui à Milan. Là, on est au cœur enfin, pas au cœur, parce que Balotelli est quand même un cas. Mais avec lui, si vous voulez, il pousse à son paroxysme la dérive actuelle du sport. Le football est un sport collectif et aujourd'hui, de plus en plus de footballeurs, excusez-moi l'expression, ne pensent qu'à leur gueule. D'où d'ailleurs leur attitude quand ils marquent un but. Les footballeurs se sont toujours embrassés, à la différence du rugbyman, qui s'embrasse depuis qu'il gagne de l'argent d'ailleurs. Je sais pas, c'est quand même curieux. Avant, le rugby, c'était quand même un sport curieusement pudique, curieusement sobre. L'ébriété affective a succédé à la sobriété avec la professionnalisation du rugby. En tout cas, les sportifs se sont toujours embrassés et c'était amusant, mais précisément, ils s'embrassaient. Ils s'embrassaient d'abord. Le type avait marqué un but, il levait les bras au ciel et immédiatement, il rejoignait
ses équipiers pour qu'ils célèbrent ensemble ce but ou la victoire. Là, le joueur, c'est toujours le même balai, les autres s'approchent de lui, le joueur les repousse pour ensuite glisser sur la pelouse, se montrer dans toute sa force au public, afficher, exhiber son moi, ensuite seulement il consent à, si vous voulez, enlacer ses équipiers. C'est quand même un changement de mentalité très significatif, et il est vrai que beaucoup de grands joueurs passent très vite d'une équipe à l'autre, ce qui, pour un supporter, est extrêmement frustrant. Et d'ailleurs, les supporters ont quand même, justement d'ailleurs, eux-mêmes changent de mentalité, c'est-à-dire qu'au lieu de s'attacher à une équipe quelque peu enracinée, eh bien, ils réclament même que le club achète les meilleurs joueurs afin de faire gagner des titres. C'est cela que les supporters réclament, pervertis qu'ils sont eux-mêmes par justement la marchandisation du sport. Et effectivement, c'est regrettable, mais vous voyez, et justement, je disais tout à l'heure qu'on était très heureux de voir un joueur faire preuve de fair play. Aujourd'hui, de même, on est très heureux que certains joueurs restent fidèles tout au long de leur carrière à une équipe. C'est le cas de Steven Gerrard, je crois, à Liverpool. Il n'aura jamais changé d'équipe. Il donne son âme à l'équipe de Liverpool. Mais en effet, c'est de plus en plus rare. Pour qu'il y ait compétition, il faut qu'il y ait des égaux. C'est ce que Paul Lyonnais soulignait. Aujourd'hui, on sait d'avance quelles seront quasiment les équipes finalistes. Donc, où est la compétition ? Oui, bien sûr. Il y a quand même toujours des surprises, si vous voulez. Relatives. Oui, enfin, quand même, le Paris Saint-Germain, qui est une des équipes la plus chère d'Europe et du monde, donc aujourd'hui, a quand même perdu contre Reims, une équipe qui vient qui était encore en deuxième division l'année dernière. Donc l'incertitude règne encore, mais c'est vrai. Il y a des équipes qui sont conçues pour faire la Coupe d'Europe des champions, donc pour être au minimum deuxième ou troisième de leur championnat. Et il ne doit pas arriver que leur performance soit moins bonne. C'est vrai, c'est absolument décourageant. Donc cela peut relativiser évidemment la tension compétitive, oui. Mais j'ai envie de vous demander aussi, est-ce que la règle est encore possible à appliquer lorsque l'enjeu dépasse de très loin le jeu ? Qu'est-ce qui est au cœur maintenant de la compétition sportive ? C'est plus presque l'enjeu que le jeu. Oui, mais le sport ne pourra pas survivre si précisément les mafias s'en saisissent. Je crois que on le voit avec les paris sportifs. Ça, c'est une question de vie ou de mort pour le sport lui-même. Donc, nous verrons bien. Les matchs truqués sont de plus en plus nombreux. Les matchs truqués sont nombreux, mais en même temps, la police essaye de faire son travail, parce que le trucage, c'est beaucoup plus grave que le dopage. Et là, en effet, si le football devient comme le catch, le football aura le sort du catch. Le catch, si vous voulez, c'est... Bon, il y a quelques chaînes de télévision spécialisées, il y a des gens qui y vont, mais le catch n'existe pas. Donc, voilà, c'est vraiment pour le sport une question de vie ou de mort. Et comme l'intérêt pour le sport est très grand, je ne crois pas que les mafias auront le dernier mot. Il n'y a pas de sport sans règles.
et cette réflexion sur la règle, c'est Michel Serres qui dit cette remarque en disant que, au fond, c'est l'arbitre qui marque le but. C'est pas une équipe ou une autre, c'est l'arbitre. Il voit dans le sport, à cet égard, une image de la justice ou du droit en acte. Est-ce que vous considérez que la décision de l'arbitre est une décision souveraine, indiscutable? D'abord, il y a deux choses que je voudrais dire sur l'arbitre. D'abord, la violence est invitée sur les stades. Le sport, partie prenante du processus de civilisation, est lui-même affecté par le processus de décivilisation actuel. Nos sociétés deviennent de plus en plus brutales, ou du moins, il y a toujours plus de brutalité à l'intérieur de ces sociétés. Et on les voit dans les matchs amateurs, où les arbitres sont agressés. Et ça, c'est un phénomène extrêmement grave, mais les arbitres connaissent le même sort que les professeurs dans les collèges ou les lycées. On les agresse, on les frappe, on les injurie, ou même d'ailleurs que les urgentistes dans les hôpitaux. Et on les bat. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène général. Le sport, évidemment, est aussi touché. Et puis, parce que la règle en tant que telle est aujourd'hui dévalorisée par toujours plus d'individus qui souhaitent n'en faire qu'à leur tête. Qui, précisément, plutôt que de respecter la règle, estiment qu'on leur manque de respect à eux quand on leur adresse une réprimande ou quand on leur met un carton. Et puis, il y a évidemment cette concurrence qui a commencé de s'établir entre l'arbitre et la technique. Autrefois, le public pouvait de loin juger que l'arbitre s'était trompé, mais il n'en était pas sûr. Il pouvait dire « moi, je pense qu'il n'y avait pas hors-jeu » ou « moi, je pense qu'il y avait pénalty ». Mais l'arbitre était toujours mieux placé. Alors on disait « bon ». Et même devant, mieux placé que le spectateur et que le téléspectateur aussi. Maintenant, avec les gros plans, avec le retour de l'image, l'arbitre peut être pris de plus en plus souvent en flagrant délit d'erreur. Donc, il est l'incarnation de la règle, mais au-dessus de lui, la technique fait de nous des dieux. Nous, il est faillible, nous sommes infaillibles. Non, pouvons-nous dire, il n'y a pas eu hors-jeu. Oui, il y avait pénalty. Oui, le ballon est entré dans le but. Et c'est une situation terrible pour l'arbitre. Parce que nous avons de quoi là, vous avez motiver la main de Thierry Henry. Exactement, la main de Thierry Henry. Nous avons de quoi motiver notre rancune. Mais justement, la main de Thierry Henry. Qui a été couverte, précisons-le. Tout le monde aurait attendu de lui, en tout cas moi j'attendais de lui, qu'il vienne dire à l'arbitre, il y avait main. Mais il ne l'a pas fait à cause des enjeux. Peut-être d'ailleurs qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, les joueurs ne l'auraient pas fait non plus. Mais là, ça a été terrible, et ça a été d'autant plus terrible que tout le monde l'a vu, que l'image est repassée en boucle et en gros plan, que c'était... Voilà. Couvert par l'entraîneur, couvert par le président de la Fédération française. Il n'y avait rien de furtif, et l'attitude de Domenech et du président de la Fédération à ce moment-là... Et le mot de Carla Bruni, pas vu, pas pris. Ont été... Oui, et ça je ne savais pas, mais j'avais oublié, mais l'attitude de... Vous le voyez là d'ailleurs. Oui, mais l'attitude de Domenech a été honteuse. Le joueur n'est pas un saint, il fait son métier de joueur. Le sélectionneur a un autre rôle. Il peut reprendre ses esprits, il n'est pas obligé
de célébrer cette victoire. Cette célébration, en effet, a été obscène, mais pour en revenir aux arbitres, ils ont été mis par le progrès de la technique dans une situation impossible. Alors, je sais bien que l'introduction de la vidéo est très problématique, que de toute façon, il y a des erreurs que celle-ci ne pourra pas corriger parce qu'on ne peut pas mettre la vidéo tout le temps. Reste que cette dissymétrie entre l'arbitre faillible et l'omniscience de celui du spectateur, cette dissymétrie devra être corrigée d'une manière ou d'une autre. Le fameux coup de tête de Zidane, alors là on peut prendre cela comme une sorte d'exemple ou d'illustration de la délinquance sportive, ou bien on peut faire nôtre un commentaire que faisait Baudrillard, je vous le lis, Baudrillard qui parle d'un acte fulgurant de disqualification, de sabotage, de terrorisme, un acte qui brise le rituel d'identification planétaire, qui brise la cérémonie nuptiale du sport et de la planète. Comment vous interprétez ce geste? Vous savez, moi, la symbolique du geste. Je suis un lecteur admiratif de Baudrillard, mais je n'aime pas le voir employer le mot terrorisme de manière positive. Or, il l'a toujours fait et je trouve ça malheureusement assez regrettable. Et je pense qu'il est allé trop loin dans l'interprétation, car Zidane a donné ce coup alors que l'action se déroulait tout à fait ailleurs. Et lui, il avait un côté pas vu, pas pris. C'est-à-dire qu'il règle son compte à Materazzi tout simplement parce que celui-ci, comme il dit, a insulté sa sœur ou sa mère, ce qui est une phrase totalement absurde, parce que s'il lui a dit, je sais pas quoi, motherfucker, bon, c'est pas sa mère ou sa sœur, c'est une injure totalement stéréotypée, donc la réaction était absolument stupide. On ne peut pas prendre une injure stéréotypée comme quelque chose de dirigé contre sa propre famille. Et puis, il a eu le réflexe de lui donner un coup de boule à un moment, encore une fois, où l'arbitre était pris ailleurs. Mais, bon, voilà, l'arbitre de touche a averti l'arbitre, il a regardé la vidéo, ce qu'il n'avait pas le droit de faire d'ailleurs, et à ce moment-là, il a choisi, en effet, d'expulser Zinedine Zidane, et la France a perdu la Coupe du Monde alors qu'elle dominait l'Italie, que c'était une très belle équipe, et que, évidemment... Mais là, Domenech a eu raison. Domenech a eu raison, il a dit que ce geste était regrettable et impardonnable. Et les intellectuels, je trouve, se sont ridiculisés en essayant de chercher à ce geste une sorte de signification majestueuse. Il a fait ceci, cela, il a voulu... Il ne supportait pas le triomphe. Non. C'est juste un geste idiot au mauvais moment par un joueur qui avait toutes les qualités, sauf qu'il était bêtement susceptible. Voilà, c'est tout. Et quand on pense qu'on a construit une sculpture du coup de boule pour célébrer ce geste, quand on pense que Jamel Debbouze a fait de Zidane, si vous voulez, le représentant de la rébellion antiraciste, les bras vous en tombent des mains. Non, Materazzi s'est mal conduit vis-à-vis de lui, mais le grand joueur qu'il est aurait quand même pu s'abstenir, et je refuse d'aller plus loin. Zidane, quelle que soit l'importance et la grandeur du joueur, c'est un personnage qui est devenu purement spectaculaire. C'est-à-dire, on se demande où est le football encore, où est le jeu. C'est un personnage qui est à la mesure, au fond, de cette société spectaculaire. Oui, bien sûr. Et il collectionne les publicités. Ça, c'est quand même le destin assez pathétique de ces très grands joueurs immensément riches qui, évidemment, font
font fructifier leur pactole, mais qui ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Je veux dire, ils ont connu une gloire mondiale jusqu'à 32 ou 33 ans, et leur vie est finie quand elle commence. Je pensais au film Zidane, que vous avez Oui. peut-être vu, avec Non, ses 17 caméras. C'était un personnage qui est totalement, je dirais, résorbé dans Oui. dans l'image multiple. Oui, voilà. Et qu'est-ce c'est qu'il va faire de tout ça? c'est le joueur de l'ère postmoderne. Mais c'est le joueur de l'ère postmoderne, mais c'est évidemment, un joueur n'est joueur que jusqu'à 33 ou 34 ans, et il ne fait rien dans sa vie de sportif pour se préparer un avenir vraiment intéressant, parce que précisément, il n'a rien d'autre dans le football, dans sa vie, que le football. Alors, de temps en temps, il est consultant, mais il est trop grand pour être seulement consultant. D'autres, comme Lizarazu et Dugarry, sont consultants, mais enfin, quel destin quand même! On a envie de leur dire, il y a autre chose dans la vie, mais ils sont incapables de le voir. C'est à la fois un grand joueur et en même temps, il a pivoté dans cette ère de dissolution, au fond, de l'individualité qui est cette spectacularisation. Oui, mais peut-être est-ce difficile à ce degré de célébrité de résister. Il faut avoir une force intérieure pour se retirer avec plaisir du monde des apparences. Tout le monde n'est pas Benoît XVI. Hein. Tout le monde n'est pas capable, justement, d'abdiquer. Alors on dit il est vieux, il a fait ça. Mais non, il était content, Benoît XVI. Il était content de renoncer parce que les apparences le fatiguaient. Il n'aimait pas ça. Il préfère jouer du piano, il préfère méditer, il préfère écrire. Il est délivré pour le restant de ses jours du poids des apparences. Or, le problème, c'est que les sportifs, eux, ne sont pas délivrés, ils en sont orphelins. C'est une remarque intéressante. On passe de Zidane à Benoît XVI. Peut-être que Benoît XVI est le dernier des papes de l'individualité. On aura peut-être un pape spectaculaire pour le. On en a eu un avec Jean-Paul II, qui était un grand pape, mais qui était un pape qui était une star. Et Benoît XVI souffrait justement de sa starification. Son sourire timide, pathétiquement timide, en témoignait. Concernant la question sportive, un sujet qui vous est cher, qui est celui de l'incivilité. On peut revenir à cette incivilité et l'aborder de façon comparative, c'est-à-dire en pensant à l'ère Platini, que vous évoquez parfois comme étant une ère bénie et un peu passée. Oui, l'ère Platini, oui, c'était un moment très différent, en tout cas. Alors bien sûr, je fais partie de ceux qui se souviennent du match France-Allemagne en 1982 et de l'agression de Schumacher contre Battiston. Une agression non sanctionnée par l'arbitre. Ça, c'est quand même un moment de football inimaginable, parce que le coup était extrêmement violent et le désir de faire mal était évident. C'est-à-dire, c'était exactement comme dans le football américain. On l'apprend aujourd'hui. Hein. Il y a des entraîneurs de football américain qui désignent des joueurs adverses en disant « ceux-là, il faut les casser avant la mi-temps ». Bon, enfin, un entraîneur de la Nouvelle-Orléans qui a été suspendu depuis. Mais enfin, et puis il y en a maintenant qui se suicident à 50 ans tellement ils ont de problèmes neurologiques après tous les coups qu'ils ont pris. Bien. Alors le football, c'était pas ça. Sauf que Schumacher a joué au football américain dans une finale ou dans une demi-finale de championnat du monde de football européen. Et en toute impunité. Cette impunité nous a désolés. Je me souviens du lendemain matin à Paris. Les gens faisaient vraiment grise mine. Hein. Les gens étaient malheureux. On n'était pas prêts à faire la guerre à l'Allemagne. Mais vraiment, à nouveau, il y avait un côté... Les Boches, ça suffit quand même. Ils recommencent. Mais l'incivilité, Schumacher, il avait quelque chose de Boche, d'incivilité. Mais les joueurs français ont réagi à ce moment-là avec une très grande dignité. Platini a accompagné Battiston sur une civière. Et puis, ils ont repris le match qu'ils ont perdu. Et puis voilà, ça c'est fini. Là, évidemment, la différence, c'est Platini 1982 et la finale enfin, la France en Afrique du Sud. Les
les comportements des joueurs français en Afrique du Sud, Anelka, et la solidarité des joueurs. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est en effet une morale contre la morale. C'est pas simplement la barbarie, c'est une certaine morale. Que se passe-t-il? Anelka insulte l'entraîneur d'une manière atroce. Pire encore d'ailleurs que ce qu'a rapporté l'équipe, je crois. Domenech, voyant son autorité bafouée, est obligé, parce qu'il lui avait dit d'arrêter de dézonner, j'en ai rien à foutre de ton équipe, tu peux aller te faire foutre de ton équipe de merde ou je sais pas quoi. Domenech est obligé, évidemment, de le remplacer à la mi-temps. La seule chose qui intéresse les joueurs, la seule chose, c'est qui est la taupe. C'est nous sommes un groupe. Nous sommes un groupe. Dans ce groupe, nous devons être solidaires. Et il y en a un parmi nous qui est un traître. Et c'est celui-là qu'il faut exclure. C'est celui-là qu'il faut lyncher. L'injure n'a aucune importance. Et cette morale mafieuse, hein, dites-vous. Cette morale de groupe, c'est la morale mafieuse. C'est aussi, faut-il le dire, la morale des cités. C'est la morale qui fait que le bon élève est traité de bouffon. C'est une morale qui est en train de gangréner une partie du pays et qui met en péril, évidemment, le vivre ensemble. Et c'est cette morale-là qui a triomphé si stupidement en Afrique du Sud avec l'incroyable grève du bus. Oui, là, oui, cette incivilité s'est invitée devant une France ébahie. Et là, vous voyez quand même que le supporter le supporter soutient son équipe. Et il est capable aussi d'en supporter beaucoup. Mais trop, c'est trop. Et le lien s'est rompu. Peut-être se rétablira-t-il si la France, avec panache, remporte le match à venir contre l'équipe d'Espagne, ou fait une trajectoire magnifique, parce qu'évidemment, la victoire est belle. Mais on sent que les Français ont du mal maintenant à se réconcilier avec une équipe qui, au lieu de représenter la France, reflète la France. Et au football, on aime à oublier, si vous voulez, les tracas, les difficultés. Or, on y est renvoyé avec cette équipe. Voilà. On croyait que le Black Mamba était la solution miracle. Là, on voit une équipe qui fait apparaître les fissures internes à notre société. On sent une déclaration d'hostilité à l'égard de la France de la part d'un certain nombre de joueurs qui jouent sous le maillot de l'équipe de France. Et comme tout le monde a en mémoire les matchs où la France affrontait l'Algérie, où la France affrontait la Tunisie, où la France affrontait le Maroc en France, et où le public sifflait tous les joueurs, sauf les joueurs d'origine tunisienne, algérienne ou marocaine, eh bien, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Voilà. Et puis, il y a un décalage de plus en plus marqué entre d'un côté, le peuple, entre guillemets, qui est attaché à une sorte de morale commune, et puis les sportifs de haut niveau, enfin le sport de haut niveau d'une manière générale, qui oublie un peu ce que vous appelez, ce que vous aimez appeler à la suite d'Orwell, la décence commune, la common decency. Oui, oui, vous avez raison, bien sûr. D'un autre côté, il ne faudrait pas non plus que s'impose à eux je ne sais quel ordre moral. Mais ils ont un problème, ces joueurs. Ils n'ont pas, et l'encadrement en général le dit, leur talent est découvert très tôt. Ils deviennent riches à 19 ou 20 ans. Et évidemment, ils ne savent absolument pas vivre avec cette richesse soudaine. Ils n'ont
aucun repère. Ils n'ont pas de surmoi. C'est ça. L'éducation, oui, c'est ça. C'est-à-dire, ils sont projetés trop vite dans le monde de l'ultra-richesse et de l'ultra-célébrité, et n'ayant pas de surmoi, ils deviennent absolument incontrôlables. Dans la communauté française, il y a ce qu'on pourrait appeler, à la suite d'Attali, l'hyperclasse, qui, elle, au nom d'une sorte d'individualisme forcené, soutient un petit peu cette évolution du sport de haut niveau et des footballeurs en particulier, qui semble incarner à ses yeux des valeurs progressistes, entre guillemets. Oui, là c'est pas simplement l'hyperclasse, c'est-à-dire en effet, certains bobos voient dans ces jeunes nés comme Anelka Attrape l'incarnation d'une certaine révolte. Et ils trouvent beau que ces joueurs, si vous voulez, fassent un bras d'honneur au système et s'enrichissent à ses dépens parce que, du fait, en quelque sorte, de leurs origines. Ils sont sanctifiés par leurs origines. Ce sont quand même encore, aux yeux des inrecuptibles, des damnés de la terre. Mais tout ça procède, si vous voulez, d'une idéologie très ancrée dans une partie de la gauche, une partie seulement, parce qu'il y a aussi une gauche républicaine et beaucoup plus psychorigide, une idéologie selon laquelle le mal vient de la domination. Eh bien, les dominés, même quand tout d'un coup ils changent leur destin, restent à jamais des dominés. Et dès lors, tout ce qu'ils font, si vous voulez, est légitime, est applaudi. Et c'est désolant. Mais l'hyperclasse dont vous parlez est très présente maintenant parce que aussi le football a acquis ses lettres de noblesse. Le football a été longtemps un spectacle snobé par la bourgeoisie, qui avait de bonnes raisons pour le faire. Je veux dire, c'était, oui, il y a mieux. Il y a mieux. Les bourgeois voulaient que leurs enfants, leurs filles fassent du piano, leurs enfants aillent au concert ou à la Comédie Française. Et ils avaient raison. Alors, moi, on peut concilier les deux. Mais après tout, c'était... Bon, mais il n'y a plus de bourgeoisie maintenant. La bourgeoisie, c'est fini. Donc, les nouveaux, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, la post-bourgeoisie, elle aime le football l'amuse, et en même temps, elle y transporte ses propres valeurs. J'ai appris, par exemple, que lors d'un match récent du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, où d'ailleurs Beckham faisait connaissance avec ce public, eh bien, un des animateurs de Canal+, Ariel Witzmann, je crois, assurait l'animation musicale. Mais pour un vieux supporter, si vous voulez, c'est un sacrilège. Ça, c'est une manière pour l'hyperclasse de confisquer à son profit un spectacle qui n'est pas fait pour elle. On a envie de dire... Moi, quand je vois ça, je regrette la raideur de l'ancienne bourgeoisie. Cette hyperclasse donc, qui célèbre les valeurs du métissage, hein, et c'est Paul Lyonnais qui dit que c'est une nouvelle norme quasi raciste. Bien sûr, elle oui. méprise dans le même temps, par exemple, le cyclisme, qui est un sport de petits blancs. C'est-à-dire qu'on Oui. retrouve comme ça des schémas assez simplificateurs. Absolument, vous avez raison, oui. Le cyclisme n'a pas obtenu la même popularité, sans doute pour ces raisons-là. Ce qu'on aime, en France notamment, dans le football, c'est la couleur. Voilà, c'est qu'il y ait des Anelka, des Galas, etc. Il n'y en a pas dans le cyclisme. C'est un sport populaire au sens que le mot peuple avait avant. Et pour les inrecuptibles, par exemple,
ce peuple-là doit disparaître, et même sa seule évocation est, si vous voulez, suspecte. Je me souviens des critiques extrêmement négatives de films comme Les Enfants du Marais ou comme Amélie Poulain. Et Amélie Poulain n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un joli film, parce que précisément, c'était le Paris des années 50. Et donc dans ce Paris-là, le métissage n'apparaissait pas. Et dès lors qu'il n'apparaissait pas, c'est qu'on avait voulu le faire disparaître. Et voilà. Donc évidemment, le cycliste, qui appartient davantage au monde d'avant, au monde d'Antoine Blondin, eh bien, n'a pas sa place dans l'idée que cette hyperclasse se fait du monde. Oui, mais ce qui est très dangereux aussi, c'est que c'est au nom de la République que l'on a lutté contre le racisme. Et là, les valeurs républicaines finissent par être emportées par une sorte de nouvelle forme d'un racisme généreux, entre guillemets, du côté du bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire une obsession qui était déjà présente dans la célébration de la France Black Bamber. D'où viennent-ils? La hantise de l'origine, quoi. L'origine prime sur la qualité individuelle. Alors que précisément, ceux qui parlent de métissage accusent tous les autres, justement, d'être eux-mêmes des obsédés de l'origine. Il y a là une inconséquence qu'on doit inlassablement souligner. On trouve la même chose au fond dans l'école, cette confrontation entre d'un côté des valeurs républicaines à laquelle on pouvait être attaché, et d'autre part, auxquelles on pouvait être attaché, et d'autre part, une sorte d'idéologie du métissage, qui est même dans le métissage du savoir d'ailleurs. Oui, vous avez raison, oui, bien sûr, oui, c'est vrai, puisqu'on veut métisser le savoir. Maintenant, les disciplines elles-mêmes ne doivent, si vous voulez, se combiner ensemble, se mêler, les professeurs doivent se rencontrer, la synergie s'impose. Heureusement, le sport est quand même protégé de ce genre de choses. On ne peut pas être à la fois sprinter et footballeur, et les carrières se font assez vite. Donc les barrières disciplinaires résisteront peut-être plus dans le sport qu'à l'école, ou en tout cas dans l'enseignement secondaire. Ce sont les mêmes qui souvent disent que les incivilités dans le sport, on exagère beaucoup, comme les incivilités à l'école, comme si elles n'existaient pas, que c'était uniquement un effet de prisme. Ah ben ça, bien sûr, de toute façon, la sous-estimation de ce problème est aujourd'hui de rigueur. C'est le travail du politiquement correct. Le politiquement correct, c'est ça. C'est nous dire que nous ne voyons pas ce que nous voyons, qu'il n'y a pas plus d'incivilité aujourd'hui qu'avant, que s'il y en a, c'est à cause de problèmes exclusivement sociaux, et que ce n'est certainement pas en faisant la morale aux uns et aux autres qu'on pourra arriver à les résoudre. Or, il faut se souvenir que le sport participe de l'éducation de l'être humain. C'est une formation, au sens d'ailleurs aussi d'un apprentissage de la forme. C'est donner forme à ses instincts, c'est donner forme à ses gestes. On retrouve Elias, là, et le processus de civilisation. Et c'est donc, au sens éthique comme esthétique du terme, le sport doit jouer ce rôle. Et souvenons-nous de ce que signifie le mot, ce que signifiait le mot. Être sport, c'était toujours justement accepter la défaite. C'est très exactement le contraire des qualités qu'on voit aujourd'hui se développer et dans la pratique du sport et dans le spectacle sportif. Donc on passe finalement de la censure extérieure au contrôle intérieur, c'est ce que dit Norbert Elias, oui, ça, cette photo. Oui. Et est-ce qu'on peut parler, vous avez tout à l'heure employé le terme qu'utilise, je crois, Renaud Camus, c'est de décivilisation. Comment c'est une sorte de destruction du processus de civilisation, ou c'est la substitution d'un autre processus d'ensauvagement? Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Oui, Renaud Camus parle d'ensauvagement, Renaud Camus parle de décivilisation. Comme vous le savez, il n'est pas écouté, mais en effet,
les témoignages abondent et même surabondent. Aujourd'hui, je me souviens d'avoir entendu un professeur d'un lycée professionnel qui avait été frappé par un élève parce qu'il avait fait entre le système politique marocain et le système politique français une comparaison désobligeante pour le Maroc. Eh bien, ce professeur interrogé à la télévision a dit que son métier était devenu un sport de combat. Mais moi, j'ai passé l'agrégation dans les années 70. Je m'attendais à... Je savais que j'allais exercer un métier difficile, bien sûr, mais jamais je n'aurais pensé en ces termes. L'idée que l'enseignement puisse être un sport de combat était absurde. Il y avait, dans tous les lycées, un ou deux professeurs chahutés. C'était antipathique, ça faisait partie du folklore. Mais en plus, c'était très minoritaire. Ça se raréfiait d'ailleurs dans les années 70. Et ça n'avait... bon, voilà, personne n'avait cette crainte. Aujourd'hui, ce n'est plus une crainte, c'est un fait. Donc, on voit bien que la décivilisation est à l'œuvre. Et je veux dire, aujourd'hui, les internes dans les hôpitaux sont tenaillés par la peur. Donc, des choses qui nous paraissaient inimaginables il y a seulement 30 ans. Donc, bien sûr que nous vivons un processus de décivilisation et un processus de déculturation aussi. Et même ça, le sport en témoigne, car les sportifs de 82 savaient s'exprimer. C'était pas des orateurs, mais ils savaient s'exprimer. Ceux de 98 aussi. 2 ou 3 ou 4 d'entre eux, même plusieurs, sont, comme je le disais tout à l'heure, devenus consultants. Quand on écoute Ménez, quand on écoute Ribéry, je ne sais pas, Benzema, on est complètement atterré. Je veux dire, ils ne peuvent pas former 5 phrases. Donc, je veux dire, il y a quelque chose comme un effondrement général qui s'est produit dans la société et évidemment dans le sport, avec plus encore d'ampleur, puisque ces pauvres champions, dès que leur talent est détecté, sortent du monde. Et à cet égard, leurs écouteurs sont, si vous voulez, un très beau symbole. Ils s'abstraient. Ils vivent dans une totale acosmie. Et là encore, les entraîneurs n'arrivent pas, en dépit de leurs objurgations, à leur faire enlever leurs écouteurs quand ils sortent du car, quand ils sont observés par les Français, quand ils voient leurs supporters. C'est une manière de dire, rien n'existe pour moi. Le côté « j'en ai rien à foutre » qui est évidemment aussi une manifestation d'incivilité. Règles et éthiques, ce sont des rapports consubstantiels. Et j'aimerais savoir ce que vous inspire cette remarque que faisait Camus à propos du football. Il dit « Ce que je sais de plus sûr à propos de la moralité et des obligations des hommes, c'est au sport que je le dois. » Oui, il l'a dit à plusieurs reprises, et notamment au football. Il a dit sur le football. Et je vois très bien ce qu'il veut dire. Il jouait, c'était un gardien de but, je crois. Il aimait le sport. Et donc, il aimait le sport collectif. Donc, l'apprentissage d'une certaine abnégation, d'une certaine solidarité. Camus mettait très haut la valeur de la solidarité, puisque c'est par la solidarité aussi c'est la solidarité qui lui a permis de s'arracher au sentiment de l'absurde. Donc, oui, on peut dire que le sport est une école de camaraderie, une école de solidarité. Voilà pourquoi je considère que c'est
persiste à considérer que c'est une activité tout à fait légitime, mais évidemment, le sport professionnel se détache toujours davantage de ce modèle idéal, pour les raisons que nous avons énoncées tout à l'heure. Trop de sommes sont en jeu, trop de rivalité aussi, même dans le football, avec cette récompense du Ballon d'Or, qui est quand même tout à fait étrange, puisque c'est un individu et non pas une équipe. Donc l'individu lui-même pense d'abord à ses prestations avant de penser à l'équipe, quand c'est un immense champion, ce qui ne devrait pas être. Donc voilà, malheureusement, la phrase de Camus ne peut plus s'appliquer aujourd'hui au sport professionnel. Mais est-ce que l'idéologie du qui va gagner, qui est distillée à l'envi dans notre société, qui a pénétré évidemment le sport, etc., est-ce que c'est pas une idéologie au bout du compte assez dangereuse? Est-ce qu'elle ne remet pas en cause justement cette camaraderie dont vous parlez? Non, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, si vous voulez. Il ne faut pas non plus s'opposer opposer au sport une espèce d'irénisme. Bon, voilà, et les gens, il n'y aurait plus d'émulation, nous serions tous constamment égaux les uns aux autres. Non, il y a quelque chose d'agonistique dans le sport, les gens aiment la compétition, l'agone, c'est une donnée de la condition humaine. Bon, voilà, donc si Albert Camus jouait au football dans son équipe, il jouait évidemment pour gagner, certes en respectant les règles, mais il devait être très heureux le jour où il avait remporté la victoire et finalement très déçu le jour où en plus il avait encaissé des buts, lui le gardien. Donc non, c'est comme ces gens qui vous disent c'est terrible à l'école, c'est les notes. C'est affreux, il faut supprimer les notes, comme ça chacun évoluera selon son propre rythme, il n'y aura plus de comparaison entre les uns et les autres, mais l'humanité n'est pas faite comme ça quand même. L'humanité n'est pas faite comme ça. Oui, l'émulation, ça compte, et d'ailleurs l'émulation a toujours été une valeur républicaine. Et curieusement, aujourd'hui, au nom du combat contre la compétition forcené qu'il peut y avoir dans le monde capitaliste, on remet en cause l'émulation à l'école, et c'est d'ailleurs toujours au détriment des défavorisés au nom desquels on parle. Parce que ils n'ont plus, on n'a plus les moyens de les détecter à temps. Le niveau général s'abaisse quand précisément l'émulation ne fonctionne pas, et ce sont les fils de bonne famille qui, au bout du compte, arrivent à s'en tirer. Donc non, je crois qu'il est légitime de garder cet aspect, cette véhémence au sport. Et on se déchire au sport, on se fatigue, si vous voulez. Si on court en tous sens, c'est extraordinairement fatigant de jouer au football, même pour un amateur, c'est bien parce qu'il espère gagner. Si personne n'espérait gagner, si les buts ne comptaient pas, ben les gens ne joueraient pas, tout simplement. Oui, non, ce qui est important, c'est qu'aille de soi l'amitié, la cilia et l'agone. Bon, et la rivalité féconde, mais quand elle devient stricte concurrence, elle peut devenir destructrice. Alors, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est une question va gagner. C'est une question de proportion, c'est une question de mesure. L'appétit de la victoire peut l'emporter sur toute autre considération, menée à la triche, à la violence, etc. D'où effectivement la nécessité d'instaurer des règles et de les faire respecter. D'où ce que nous disions du rôle, en effet, névralgique des arbitres, mais ne croyons pas qu'il serait possible, ni même souhaitable, d'éradiquer l'esprit de compétition de l'humanité. Il faut bien qu'elle avance, si vous voulez. La stagnation, c'est un certain idéal de bonheur, si vous voulez, mais l'humanité n'est pas comme ça. Mais cela pourrait se faire aussi par une éducation plus, entre guillemets, nominaliste, hein, c'est-à-dire qui conduise à une sorte de progrès sur soi, un accomplissement de soi. On parlait des Grecs tout à l'heure, oui. Et pas simplement un progrès sur l'autre, c'est-à-dire aussi cette sorte de rivalité dans laquelle on se perd. Et si vous faites une course, je ne sais pas, soit un sprint, soit même
je sais pas, 5 km, le fond, le demi-fond, etc., ben, vous le faites avec les autres et vous voulez gagner. Alors bien sûr, vous faites le marathon de New York, d'accord. Vous faites le marathon de New York, c'est bien, vous allez à New York, vous en foutez de gagner. Si vous n'êtes pas éthiopien, vous n'êtes pas kényan, vous êtes ce que vous êtes, vous faites en 4h30, 5h, vous êtes content. Ça, c'est vrai, ça peut exister. Il n'empêche qu'il y a aussi, à un âge entre 15 et 30 ans, bon, là où on est dans la plénitude de ses moyens, ben, oui, on rêve, même à son petit niveau, de monter sur la plus haute marche du podium. Et ce rêve n'a rien, si vous voulez, d'aliénant. C'est un rêve sympathique. Oui, sympathique, mais il y a aussi, il n'y a de science que du mesurable, comme disait Claude Bernard, l'ère de la mesure, l'ère de la quantification. Il y a là quelque chose qui constitue aussi une sorte de diktat, au dépens peut-être de la recherche de l'excellence, de la vertu, dont parlaient les Grecs, de l'arrêté. Ah ben, on n'est pas dans le même monde, je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans le même monde, on est dans un monde de la performance, avec cette idée nouvelle qu'il faut l'arrêter. Parce que l'humanité est arrivée au maximum de ses potentialités. Oui, les athlètes ont progressé, mais au 100 mètres, ils ne peuvent plus. Si vous voulez. Aucun athlète n'ira beaucoup plus vite que Usain Bolt, ça, tout le monde le sait maintenant. Bon, il fera peut-être 1/100 de plus, etc., un phénomène. Bon. Donc voilà, et je vous dis, si tout d'un coup son record est battu d'1 seconde, les gens seront terrifiés. Donc voilà, il faut tenir compte du fait que il y a une limite qui a maintenant été atteinte. Donc il y a l'homme nouveau qui se profile. Là, voilà, il y a le cela. Donc il y a quelque chose ici, il y a un pivotement qui se profile à cause, en effet, de tout ce que l'homme est capable d'infliger à sa propre nature. Les Grecs pensaient l'homme comme nature, nous le pensons comme histoire et comme liberté, mais il est clair que cette liberté, nous la prenons maintenant, peut elle-même aller trop loin. Et cette confrontation au post-humain, c'était vraiment une confrontation qui menace une sorte d'anthropologie classique. Je crois que c'est Cyril Guimard qui souhaitait presque qu'on monte l'école moins vite. Oui. Donc il y a là quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant. Puisque le slogan est devenu trop fort, trop haut, trop vite, donc il y a une aspiration à ce que ça aille moins vite. Et d'ailleurs, je pense que quand les coureurs du Tour de France, courront un peu moins vite, monteront un peu moins vite l'Alpe d'Huez, les commentateurs seront soulagés. Ils diront, ça va mieux, le Tour va mieux, c'est vrai. Et Lance Armstrong a été très sincère quand il a dit, on ne peut pas gagner le Tour de France, cette fois, sans se doper. Mais là aussi, vous voyez, on est quand même dans une situation terrible, parce que Lance Armstrong a exercé un parrainage sur le Tour de France. Il a peut-être empêché, d'ailleurs, qu'une prise de conscience véritable ait lieu après l'affaire Festina. Mais en même temps, et ça, les gens ont du mal à penser les deux choses à la fois, c'était un des plus grands champions de tous les temps, si vous voulez. C'est ça qu'il faut affronter. On dit c'est un tricheur, d'accord. Mais pourquoi? L'une des raisons, il y en a sans doute beaucoup, mais l'une des raisons pour lesquelles il est passé aux aveux, c'est qu'il voulait, naïvement, que sa suspension puisse être levée de manière à lui permettre de courir à 40 ans des triathlons. Et quand il courait des triathlons l'année dernière, ou il y a 2 ou 3 ans, il les gagnait. Et tout le monde sait que le triathlon est l'épreuve sportive la plus dure et la plus exigeante qui soit. C'est dingue. Donc il affrontait des Américains, vous voyez, des Américains de 18-20 ans, d'une force exceptionnelle, et lui, à l'âge qu'il avait, il les battait. Et là, il ne se dopait pas, c'est pas vrai, il ne se dopait pas. Mais c'était un athlète absolument hors du commun, hors du commun. Et donc, et voilà, mais on a du mal à penser les deux choses. Donc, c'est un menteur, donc c'est un tricheur, donc il a suffi, si vous voulez, qu'il se pique pour grimper l'école. Et c'est aussi pour cela que je suis un peu agacé par l'attitude générale vis-à-vis des coureurs du Tour de France. Je sais qu'en dépit de ce qu'ils prennent, ils souffrent. Je sais, pour avoir monté quelques cols, que le cyclisme, c'est vraiment
comme le disait Antoine Blondin, les forçats de la route. C'est une souffrance inhumaine, absolument inhumaine. Et cela demande des efforts considérables. Et voilà. Et cela demandait, il fallait qu'il ait un talent supérieur aux autres pour gagner. Mais évidemment, il y a eu tout ça. Il y a eu cette chape de plomb que lui-même a contribué à jeter sur le Tour de France. L'un des philosophes qui aujourd'hui réfléchit au post-humain, Jean-Michel Besnier, il dit la chose suivante: la modernité ne pouvait pas passer à côté du corps et du sport comme une des modalités de résistance à tout ce qui limite notre autonomie et notre liberté. Le corps nous résiste. Donc il y a une certaine manière, au fond, ici, par le secours et le recours à la machine, de dépasser la résistance du corps, d'aller au-delà presque du corps. Bien sûr, mais le corps nous résiste. Est-ce qu'il nous résistera longtemps ? Est-ce que, justement, si nous arrivons à fabriquer des corps, est-ce que cette espèce de décalage entre le corps humain faillible et la machine n'en viendra pas à être résorbé? Et ça, c'est le grand paradoxe de cette liberté humaine. On dit, voilà, l'homme n'a pas de nature, donc il peut se dépasser sans cesse. Sauf que si on passe du dopage chimique au dopage génique, on fabriquera des corps. Et à ce moment-là, ce sera la liberté du savant, et ce sera un corps, lui-même, celui du champion, totalement déterminé, totalement machiné par une autre intelligence. Et c'est évidemment de cela que nous ne voulons aujourd'hui à aucun prix. Oui, avec cette standardisation des corps qui est peut-être à mettre en relation avec cette sorte de démesure dans la course en avant. Quand on regarde ces sportifs, par exemple, et l'image précédente, il y a quand même une analogie qui est très frappante. Est-ce que la question de l'eugénisme, par exemple, est une question qui vous préoccupe là particulièrement ? Ben oui, ce serait une forme d'eugénisme que tout d'un coup, de fabriquer des corps d'athlètes, que de trouver le bon gène, que de trouver la bonne manipulation pour que... Comme on voit des parents aujourd'hui, c'est terrible les parents, c'est terrible. Des parents essayer de détecter le talent, notamment pour le tennis, d'un enfant de 3, 4 ou 5 ans, pour en faire un champion. On se dit qu'à force de remonter, ils pourront s'adresser à tel biotechnicien pour que celui-ci leur fabrique un enfant selon leurs vœux. Oui, c'est un avenir possible, cela. C'est un avenir possible. Et à ce moment-là, encore une fois, le sportif sera le cobaye du post-humain. Et bon, ce ne sera plus l'humanité, donc ce ne sera plus mon problème. Et nous retrouvons d'autres formes. Tout à l'heure, vous parliez de l'ubris, voilà, de cette démesure et du châtiment. Peut-être aujourd'hui, faudrait-il penser le dopage. Il y aura peut-être une némésis. Oui, donc mais avant la némésis, il faudra donc ici, vous avez David et Goliath. Voilà, il faudra avant la némésis peut-être une prise de conscience. Goliath qui est à terre et David qui regarde le ciel. Est-ce que c'est une métaphore? Je ne sais pas si celle-ci est prometteuse. Donc la question qui se pose après tout ce que nous venons de dire, est-ce que le sport, au fond, n'est pas un simple stade de l'évolution de l'homme? Est-ce qu'on ne va pas atteindre un stade où le sport n'aura même plus aucun sens, puisqu'on va entrer dans une sorte de rivalité techno-scientifique, machinique? Je ne sais pas, si vous voulez, je ne voudrais pas aller si loin, mais à l'ère de la technique, en effet, le sport semble être une pièce d'un dispositif beaucoup plus général. D'un autre côté, le sport est fondé sur l'égalité entre les concurrents et sur l'incertitude. Dès lors, le progrès de la technique peut affecter le sport dans son essence.
Et le sport sera peut-être amené à résister précisément parce qu'il y va de sa propre survie. Il ne serait en effet plus rien si l'incertitude pouvait être ainsi totalement conjurée par l'alliance de la technique et de l'argent. Dès lors qu'il y va de la survie même du sport, quelque espoir est encore permis. Il faut peut-être que le sport s'impose une sorte de principe responsabilité à la manière de Hans Jonas. Oui, c'est ça. Donc, ce qui suppose aussi là une sorte de prise de conscience critique qui ne va pas de soi. Non, qui ne va pas de soi, mais c'est le fait des sportifs, c'est le fait de la société, c'est le fait des supporters eux-mêmes, si vous voulez. Il faut quand même qu'ils aient quelque chose à regarder qui vaille la peine. Si tout est joué d'avance, si tout est joué dans le ventre de la mer, bah, il y a un moment où ils diront c'est plus la peine non plus. Donc, et le sport mourra. Une remarque de Lévinas, votre maître, ou l'un de vos maîtres, qui disait « Être libre, c'est faire ce que personne ne peut faire à ma place ». La question aujourd'hui se pose, c'est la question de la liberté ainsi entendue, puisque finalement cette interchangeabilité fait qu'on va arriver à des substitutions possibles et indéfinies. Or, vous voyez bien que jusqu'à présent, on n'y arrive pas, parce que exactement ce que je vous ai dit pour Lance Armstrong. Il était dopé. Il y avait même un cocktail assez redoutable, puisqu'il y avait de l'hormone de croissance, il y avait de la, je ne sais pas quoi, l'EPO, et puis un troisième ingrédient que la testostérone, je crois, enfin bref. Donc, et c'était sans doute un dopage particulièrement sophistiqué. Il n'en reste pas moins que c'était un immense champion. Et il n'y a pas deux Lance Armstrong. Et d'ailleurs, beaucoup de cyclistes l'ont rappelé en disant « Attention, attention, Laurent Jalabert, etc. » Bon, qui couvre sans doute lui-même ses propres pratiques, mais il a dit c'était un très très grand champion. Donc la science n'est absolument pas capable elle peut améliorer un Lance Armstrong, elle ne peut pas le fabriquer aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'ère de l'interchangeabilité. On a pu donner à Messi des hormones de croissance à 13 ans pour lui permettre de grandir jusqu'à 1,60 m. Mais Messi, personne ne l'a fabriqué. Et il est juste insubstituable. Ronaldo est insubstituable. Et c'est aussi ça qu'on va voir chez les grands sportifs. C'est aussi pour ça qu'on se console aussi, par exemple au football, de dire, bon voilà, le Qatar achète les plus grands joueurs, bon, ça déséquilibre la compétition, mais on va voir Zlatan, parce qu'il n'y en a pas deux. C'est un arbre, disait un commentateur. Oui, c'est un arbre. Donc c'est un joueur très très curieux à voir. Et donc on va le voir parce que et même Beckham, si vous voulez, c'est la star qu'on veut, etc. N'empêche qu'il a eu, et peut-être aura-t-il encore, un coup de pied absolument magique. Donc le sport, c'est précisément, pour le moment encore, si vous voulez, le spectacle d'individus absolument différents. On est obligé d'aller les chercher très loin parce qu'il n'y en a pas d'autres. Hein, on va chercher Varane à Lens, etc. Il a 18 ans. Zidane dit il est extraordinaire. Mais pourquoi un joueur? Alors qu'il y a dans tous les centres d'entraînement, il y a des joueurs de foot qui jouent bien et le Real Madrid fabrique sa propre pépinière. Non, il a trouvé à Lens. Donc parce qu'on ne peut pas fabriquer un Varane. Donc on en est là quand même aujourd'hui. Ne diabolisons pas la science, mais non plus. Si Taine disait que la science s'achève dans l'art, aujourd'hui nous en sommes loin tout de même. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui le développement de la science nous semble tout de même menacer une certaine intégrité humaine et on ne peut pas être renvoyé à cette responsabilité particulièrement humaniste. Mais d'ailleurs, c'est un philosophe qui le disait, et qui le disait curieusement avec un philosophe que vous avez cité tout à l'heure, et qui le disait avec un optimisme très surprenant. Il s'agit de Michel Serres. De naturer, je veux dire plonger passive dans une nature qui signifie l'ensemble de ce qui naît ou va naître sans nous, nous devenons naturants, architectes et ouvriers actifs de cette nature. Naguère, Spinoza désignait Dieu comme causa sui ou cause de soi. Il se produisait lui-même, puisqu'aucun créateur ne pouvait être pensé au-dessus de lui. Nous nous saisissons de cet attribut naguère divin, nous devenons cause opérationnelle de notre vie. Si tel devait être le cas,
eh bien, ce serait en réalité une catastrophe. Sans doute, bien sûr, cela permettrait-il d'allonger la vie, mais alors, le sport, en tout cas, n'aurait plus aucune raison d'être. Et cause de notre vie, c'est en l'occurrence cause de la vie des autres. Et dès lors, ces autres seraient intégralement programmés. La nature, c'était aussi la garantie. On a opposé nature et liberté, mais dans la nature, il y avait une sorte de garantie du caractère improgrammable des êtres. Et c'est ce caractère-là que la science ou une certaine idée de la science remet en cause. Et il vaut mieux envisager cette possibilité avec l'inquiétude de Hans Jonas qu'avec l'enthousiasme de Michel Serres. Situs, Altus, Fortus. Que vous inspire cette trilogie? Elle m'inspire qu'elle a perdu aujourd'hui sa pertinence. On était pris dans la griserie du plus, et puis, à force de plus, on est saisi aujourd'hui par la peur du trop. Et donc, la nouvelle devise, que personne n'ose énoncer tout haut, c'est en effet trop vite, trop haut, trop fort. Et voilà. D'où cette nécessité, en effet, pour les modernes que nous sommes, de combattre notre propre prométhéisme, parce qu'il est porteur d'hubris.